Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous en connaissez tous le thème. C'est dans vos programmes d'histoire, les enfants. Vos enseignants en ont beaucoup parlé. Mais entendre une personne qui a vécu cette période vous apportera un petit plus. Et je me contenterai tout simplement de vous raconter mon parcours, celui de ma famille, durant ces années de guerre. Je commencerai tout d'abord par vous présenter ma famille telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman et 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères Robert n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire que nous avions très peur, nous souffrions. Nous habitions Roubaix à l'époque, près de Lille, pour les enfants. Et l'on voyait défiler dans la ville ces nazis, casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous les enfants. Mais bien entendu, les parents tout proches nous réconfortaient. Nous ne nous rendions pas encore compte de ce qui allait suivre. Vous savez tous, les enfants, bien entendu, qu'à l'époque, il y avait des catégories d'êtres humains destinés à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler? Des Juifs, bien sûr, mais pas seulement. Des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. Quelle grande revanche sur les nazis! À l'époque, les Juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Tout leur était interdit. Dans les foyers, les adultes perdaient leur situation. C'était dramatique. Tous les lieux publics leur étaient également interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas, même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». Donc, vous voyez, c'est à juste titre que nous avions très peur. Les Juifs devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les commissariats, les préfectures. Il était donc aisé de venir les arrêter. Je vous disais donc que nous habitions Roubaix, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher, tous 3, dans sa propre famille. Vous vous rendez compte, c'était un geste merveilleux, si courageux. Vous savez, les familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportées à leur tour. C'était si beau. Nous avons donc été tous 3 placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs. Comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous donnaient de l'affection, nous y étions si bien. Cependant, nous ne rencontrions guère nos parents. Avec nos étoiles, nous étions repérables, il ne fallait pas prendre de risques. Ça nous manquait quelque part. Et puis un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés bien à tort qu'il n'y avait plus de risques. Nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, on se posait la question: avons-nous été dénoncés?
c'eût été fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer, afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre, et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Mais toujours est-il qu'étant recensés, il était bien simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais, car figurez-vous les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous les enfants avions préparé nos présents faits de si jolis dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On tambourinait aux portes, on grimpait l'escalier. Nous nous sommes réveillés et perdus de peur. Ces soldats nous suivaient partout. Même au petit coin, l'on ne pouvait s'isoler et crier sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous !» En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux, mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Et je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a pris son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui nous poussèrent dans les escaliers. Mais il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient, partaient à leur tour. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnell, los, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison nous mettait-on en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien. Nous étions des enfants si sages, si obéissants, nous ne comprenions pas encore pour quelle raison l'on nous mettait en prison. Nous n'y sommes restés que peu de temps, quelques jours, puis l'on nous mena dans une autre prison, en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Vous savez, les enfants, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique, parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette cellule trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, je remarquai cependant aussitôt une dame qui semblait si mal en point. Elle y était avec sa petite-fille Stella. Je parle toujours de Stella, parce que cette petite, par la suite,
allaient nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que peu de temps dans cette seconde prison, puis l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Malines en Belgique est l'équivalent de Drancy en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval, Kopf, tête. C'était si bien trouvé, il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas très nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur, se laver en pleine bise à l'eau froide, bien entendu. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation, mais pour nous, les petits-enfants, ça ne signifiait pas grand-chose encore. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous, où allait-on nous envoyer. Auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons, au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus. Comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était très pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait si mal devant ses fils. Et, un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune SS, un jeune nazi, qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je n'oublierai. Puis l'on nous conduisit dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux sur lesquels il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette est le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. L'on ne nous a pas ménagés. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, il y avait de nombreux blocs alignés. Mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Schnellos, ils nous poussèrent jusqu'au Washraum. Le Washraum est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables,
avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleues. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur. En français, bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. On avait tout intérêt à retenir son matricule, qui est resté gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 25.612. Vous savez, les petits-enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne, nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous ayez une idée précise, les enfants, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. De chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie salle, chambre. Et dans chaque Stube, il y avait les fameux chalets que vraisemblablement les élèves, vous avez tous vus dans les documentaires. Ces étroites couchettes en bois munies d'une paillasse et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalet, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalet. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, arrivons assez tôt dans le camp, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalet, j'étais dans le chalet d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous couchait Martha Desrumaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien, ça s'est passé il y a si longtemps. Mais sachez qu'à l'époque, Martha Desrumaux était une femme du Nord très connue, célèbre. C'était une grande résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétart. Et au 3e étage du chalet couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort. Un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée très précise, je vais vous décrire
une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au vashram. Je vous disais tout à l'heure, le vashram est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette rapide dans un temps donné trop court. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions. Ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce vashram. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête, redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable, tous devaient s'y rendre. Et c'était si pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir assister à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédées, ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille, et tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant, c'était atroce. Je revois encore certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt le SS lançait son chien menaçant qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportées, plus âgées, plus maladives, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me demandais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, on ne les revoyait plus jamais, elles partaient à la mort. Chaque jour, après l'appel, ces déportés étaient triés pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux chaise-colonnes, c'est-à-dire vider les fosses des anses. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue. Elle manipulait des outils, pelles et pioches plus lourds qu'elle. Elle souffrait beaucoup physiquement. Mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre,
Cet enfant également disparaissait à tout jamais, partait à la mort. Chaque soir, en rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse: vais-je retrouver mes petits-enfants? Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler. Nous étions trop faibles, trop chétifs, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous avions peur de tout. Nous restions donc bloqués toute la journée. L'hiver surtout. Vous savez, à l'époque en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusque -10, -20, parfois même -30 degrés, et nous n'avions rien pour nous protéger, rien que nos pauvres haillons. Nous restions donc enfermés. Les journées n'en finissaient pas. Nous ne commencions à revivre, à respirer que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, car dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs maudits chiens. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus. Nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux, bien entendu, donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Il y avait aussi les furoncles, ces boutons sanguinolents pleins de pus, la tuberculose, bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au révire, l'on était dispensé de l'appel. Et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon tout petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au révire, mais ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur, pleurait tant, qu'à 2 reprises il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait attrapé ces furoncles, ces boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ces furoncles, c'est toute une petite calotte de croûte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allé au révire, j'avais une forte dysenterie. Et au révire également, nous avions très peur, nous les enfants, sans maman, bien entendu. Et la nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus de proportions, d'extension. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. L'on entendait les toux des tuberculeux. L'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés bien longuement dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusque début février 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure
à quel point l'on avait peu de choses à nous mettre sous les dents le matin, à midi guère davantage. Les déportés affectés à la tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu de mes propres yeux des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens. Tant nous avions faim, nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un quignon de pain noir, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage, ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense, nous n'avions rien pour nous protéger, pas de pull, rien que nos pauvres robes rayées. Mais souffert surtout de la peur. Nous, les enfants, pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer, car dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs maudits chiens. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions une peur bleue. Savez-vous, les enfants, que plus de 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Début février 1945, on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück enceintes. Avec l'aide d'autres déportés, avaient mis leur bébé au monde, étaient donc là. Savez-vous qu'au début à Ravensbrück, lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt, de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait, et les nazis poussaient le vis jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là sur la place. Nous devions partir, mais partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. Jamais on ne prenait la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés, en wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 3-4 jours, toujours sans manger, sans boire. La tinette, le seau hygiénique au milieu de nous, qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait, c'était un voyage atroce. Et nous étions si serrés. Parfois la nuit, maman se mettait debout afin que mon tout petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité il y avait des camions qui vraisemblablement nous étaient destinés. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là
Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait à tâtons sous les doigts dans la pénombre, eh bien c'étaient les cadavres de ses nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons ensuite étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde, tout le monde avait pu apercevoir cette scène atroce, et certaines déportées, plus âgées, plus fatiguées que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège, ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir, étant donné le grand nombre. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène? Ces camions n'ont roulé que peu de temps. Quelques dizaines de kilomètres se sont ensuite arrêtés. Nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais même pas vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un nécesse nous a poussés dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades. Dans cette puanteur atroce, il a fallu courir à l'appel. Et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui expliquait tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore aujourd'hui ces charrettes en bois munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à la tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette, qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient. L'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne. Vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps des sangs et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je parlais tout à l'heure, de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, on perdait courage. On se disait, dans ce camp, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que décidément maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions rien. Elle qui avait été si formidable à Ravensbrück,
qui ne vivait que pour ses enfants, qui n'imaginait pas rentrer sans l'un de nous trois. Là, elle gisait inconsciente, semblait déjà dans un autre monde. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir, on se disait la mort est préférable à cette vie de bête qu'on nous faisait mener. Plus rien n'avait d'importance, on ne s'occupait plus de rien. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte et nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le comte de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats. N'osant s'approcher de nous, ils ont fait quelques pas en arrière. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits un peu plus tard, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore ces grands pains de campagne ronds, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreillers. Nous n'avions aucune literie. Nous prenions ces pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un bloc. Et les statistiques d'alors le disaient bien. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un bloc, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures ou les jours qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pas pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade. Mais d'abord, les cas les plus graves. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une très grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le flectyphus. Les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolents pleins de pus. C'était répugnant à voir. Mais heureusement, certains parfois s'en tiraient quand même. En second lieu, il y avait le bortyphus. Bord signifie ventre. Les déportés atteints du bortyphus étaient si faibles, si malades, qu'ils n'avaient pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, faisaient sous elle. C'est ce qui explique cette puanteur dans tous les camps. Et la 3e forme de maladie est le coptyphus. Je vous disais au début, cop signifie tête. Les malades atteints du coptyphus étaient pitoyables, gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. C'était un très triste spectacle. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le coptyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au Révire, et pour nous, les 3 enfants sans maman, nous étions perdus. Je vous assure, plus rien n'avait d'importance pour nous. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé. Nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux,
Avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons, y avions entassé la nourriture et confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable, la tête, le ventre gonflés à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles, ne le portaient plus, il ne savait plus marcher. Je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et tant bien que mal nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagons à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on n'en pouvait supporter. Et le voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées. Et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Les familles nombreuses étaient venues attendre leurs déportés. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles. La musique à tue-tête. Tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement dans notre coin. Nous nous sentions si seuls sans maman. Puis le train a repris sa route et est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il est resté, il existe toujours. Mais pendant la guerre, l'hôtel Lutetia a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore aujourd'hui notre arrivée ce jour-là. Les familles nombreuses étaient venues avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, leurs noms écrits en grand pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'étaient des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois, comme c'était beau. Et puis ensuite, ces familles, bien entendu, emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres et d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait, avec son épouse, nous accueillir tous trois quelque temps. Ce qu'ils firent avec grand cœur, comme nous étions bien dans cette famille chaleureuse, aimante. Mais bien entendu, nos parents nous manquaient toujours. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, une tante qui habitent dans les Deux-Sèvres. J'avais oublié. Le dentiste a fait des recherches, a retrouvé leur adresse.
Ma tante un jour est arrivée à Paris, venant nous chercher, comme elle était heureuse de nous retrouver. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train. Sommes arrivés dans la gare des Deux-Sèvres. Il y avait foule, les familles, les journalistes, les photographes, la radio. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. 3 petits-enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, notre santé ne nous permettait pas de rester dans la famille. Nous avions besoin de soins, de médecins, et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescents. Nous y étions bien. Bien sûr, l'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours trop seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais, les enfants, qui est entré. Eh bien, c'était maman qu'on n'attendait plus, qui était là devant nos yeux d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner, de nous donner des forces. Mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer dans le Nord. Nous sommes revenus à la maison et l'avons retrouvé, mais dans quel état! Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé, 100%. Même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin à la maison, mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons absolument rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, savez-vous. Chacun amenait ce qu'il pouvait, dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour. Nous essaierons de reprendre notre vie d'avant. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Malines, maman, les enfants avons été dirigés sur Ravensbrück et Bergen-Belsen. Papa, lui, a été emmené dans le grand camp pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de faim à leur tour. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs dont faisait partie papa. Ils emmenèrent le groupe hors du camp, et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants. Nous devenions orphelins. C'était dur également pour maman, qui se retrouvait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Parce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour, et nous ne pouvions pas en parler. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Et si malgré tout, de temps en temps, on s'y risquait d'en dire quelques mots, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point. L'on se taisait. Mais en ce qui me concerne,
avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé. Alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il me fallait à tout prix rencontrer des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre. Pourtant, je vous assure, j'étais timide à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner, peu au début. C'est pas si facile que ça, vous savez, de toujours témoigner, toujours se remémorer ce passé que l'on ne peut oublier, certes, mais on voudrait faire une petite pause. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Il y a des demandes à l'infini de toute la France. Avant, je me cantonnais dans le Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, toute la France en demande. Je veux aller partout. Je vais même à l'étranger, en Belgique, en Allemagne. J'ai aussi des contacts avec l'Angleterre. La semaine prochaine, je vais aller au Luxembourg. Donc, vous voyez, c'est important pour moi, les témoignages, parce qu'il faut, les enfants, que vous sachiez qu'il n'y a rien de plus terrible que la guerre. La guerre est une chose monstrueuse. Tous ces morts inutiles, dus surtout à la haine. Il y a beaucoup de haine à notre époque. Il faut absolument éradiquer la haine. Il faut, les enfants, que vous soyez vigilants. Tout peut revenir de façon différente, mais le mal est partout. Nous en avons la preuve à l'heure actuelle. Il faut aussi, les enfants, que vous soyez courageux, que vous ne laissiez pas dire n'importe quoi. Quand vous entendez un message, ayez le courage de les contredire et de répandre la vérité. Je compte sur vous pour cela. Vous êtes mes petits messagers. Vous savez, vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté qui pourra témoigner. C'est vous qui aurez à transmettre. Je compte sur vous, les enfants, pour cela. Donc, il faut que vous écoutiez bien pour que vous puissiez transmettre. Le devoir de mémoire est important. Et il faut aussi, les enfants, beaucoup de tolérance. Il faut s'accepter les uns les autres avec vos différences. Vos différences vous enrichissent. Vous savez, je vais parfois dans des endroits très mélangés et je dis toujours aux élèves, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Et les élèves le comprennent si bien. Je vous assure, depuis le temps que je témoigne, j'ai des milliers de lettres qui me le prouvent. Vous êtes sensibles, vous savez vous exprimer. Certes, il y a beaucoup de fautes, mais moi je ne fais pas attention aux fautes. Ce qui compte, c'est votre ressenti, et vous vous exprimez à merveille, les enfants. C'est un plaisir que de vous voir. Donc, je compte sur vous pour que vous puissiez transmettre à votre tour. Plus de haine surtout, plus de guerre. Vous êtes capable de l'éviter. Je vous dis que je me promène un peu dans l'Europe maintenant pour témoigner. Et je me rends compte que partout les jeunes sont exceptionnels, me promettent d'agir à leur tour, de ne pas laisser le mal passer. Donc c'est une force exceptionnelle, tous ces jeunes réunis. Je suis persuadé que vous pourrez éviter les guerres. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, il y aura la paix dans le monde, grâce aux jeunes de toute l'Europe et pourquoi pas du monde entier. Je le souhaite ardemment pour vous. Pour moi, bien sûr, à mon âge, je ne le verrai plus, mais je le veux absolument pour vous. Un jour, les enfants, vous aurez la paix dans le monde, grâce à vous tous. C'est ce que je vous souhaite de plus beau. Voilà, les enfants. J'ai presque terminé mon témoignage,
Mais vous êtes tous tellement exceptionnels. Vous vous rendez compte? Vous êtes tous si nombreux, et on entendrait une mouche voler. Je veux vous donner un petit plus. Vous le valez bien quand même. Je voudrais chanter pour vous. Oui, chanter. Vous voyez, c'est quelque chose de très spécial. Je vous explique ces petits chants. À Ravensbrück, au bloc 31, nous avions des Stubova, les dames qui nous gardaient pendant que les mamans étaient à l'Arbeit, au travail. Au début, nous avons eu des Stubova horribles, méchantes, que nous craignions, nous en avions très peur. Mais à la fin, nous avons eu une Stubova épatante, une dame tchèque avec un cœur gros comme ça. Elle souffrait tant de voir tous ces petits-enfants si tristes, si malheureux. Lorsqu'il n'y avait pas trop de SS dans les parages, elle nous rassemblait et nous disait « Chante quelque chose ?» Mais nous ne nous y attendions pas, nous ne savions pas chanter. Elle insistait, cette dame. Elle avait tellement bien compris que pendant les quelques minutes où nous nous exécutions, on pensait on était déjà hors du camp. Et c'était des minutes exceptionnelles. Et voyez-vous, plus de 80 ans après, je n'ai pas oublié certains de ces petits chants. En langues étrangères, bien entendu. Au début, j'annonnais, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. J'essayais de faire traduire et je me suis rendu compte que c'était toujours très doux, très enfantin. Voilà, je vais essayer d'en résumer quelques-uns. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Slaap, kindje, slaap, daar buiten lopen schat. Een schat met 4 witte voetjes, die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap, daar buiten lopen schat. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait. Vous voyez comme c'est tendre. Il y avait des enfants polonais. Une courte récitation. Kot kidwa, shariburi obidwa, nic nie będą robiły, tylko Lili bawiły. Là encore, il ne s'agit que de 2 petits chats qui ne voulaient jouer qu'avec Lili. Vous savez que les enfants, mon nom c'est Lili, Ellie. Je dis cela dans le cas où vous-même auriez envie de m'écrire. Vous voyez, je ne perds pas le nord. Et je remercie à l'avance les élèves qui m'écriraient. Ça me ferait tant plaisir. Vous remettriez vos courriers à vos enseignants qui me les feraient parvenir. Merci à l'avance. Il y avait aussi des enfants tchèques, une berceuse également. Pastla, ovečky, v zeleném haječku. Pastla, ovečky, seberte se, jan na ní, dupi dupi du. Ona zas cupi cupi cu, ovem ovečky, seberte se. Là aussi, il s'agit tout simplement d'une bergère et de ses petits moutons. Je vous disais, les enfants, que nous étions arrivés à Ravensbrück en décembre 1943. Donc Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. Vous connaissez la chanson en français. En allemand, voici. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zum Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
Et pour terminer, la plus belle, la française, bien sûr. Vous savez, les enfants, pendant la guerre, il y avait un chanteur célèbre, connu de tous, qui s'appelait Charles Trenet. Il chantait une chanson également très connue. Le titre en était tout simplement « Je chante ». À Ravensbrück, au bloc 31, avec Geneviève de Gaulle, nous avions conservé la mélodie, c'est-à-dire la musique, mais changé les paroles pour y mettre notre quotidien. Voici. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ceux qui viennent nous voir chaque soir, et c'est ceux, oh quel rasoir, à cause de toi, nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis, à cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterou, ça veut dire silence. Bitterou, entend donc crier partout. Bitterou, l'on devient fou. L'essence ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et avec Geneviève, nous terminions par De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie, si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Voilà. Merci. Merci. Merci.